Et la musique électronique, c'est une musique qui se vit, c'est comme un opéra, ça se vit. C'est quelque chose qui se vit avec le corps. Une sorte de transe c'est une collective. sorte de transe collective et c'est ça qui est beau dans la musique électronique, c'est vraiment une expérience. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui un musicien électro qui a été réalisateur pendant 11 ans à Clubbing TV, dont il a participé à la fondation, et qui est maintenant réalisateur à Mon Studio TV. Bonjour Tony Boilly. Bonjour. Musicien électro depuis Depuis 15 ans maintenant. Depuis 15 ans. Ouais. Donc vous avez vu l'évolution de ce genre musical. Ouais. Comment vous l'avez vécu ? Alors ça a été une espèce de démocratisation fulgurante de la musique électronique. On est passé à des petites soirées dans leur coin, à des petits Technival, que des petites soirées électro, à une espèce de... On est passé à des festivals de 10 000 personnes, à des stades. Ça a été une explosion de la musique électronique pendant ces 15 ans. Et vous avez participé activement à cette émergence-là ? Alors oui, mon petit niveau, évidemment, j'ai participé avec la chaîne Clubbing TV, dont on va certainement parler, à mettre en lumière en fait les artistes électro à travers ces 10 années où je suis resté à Clubbing TV, donc à filmer ces artistes là où ils sont, soit dans leur studio en train de faire de la musique, soit sur les festivals en train de lever les bras en l'air et de mettre l'ambiance devant 10 000 personnes. Et comment vous êtes passé de musicien électro à réalisateur ? Alors en fait, l'histoire est assez rigolote. Au départ, j'allais donc je suis originaire de Chartres et je n'avais pas trouvé. C'est pas grave, hein. Ça arrive à d'autres. C'est une ville qui est très jolie, etc. Mais un petit peu pas culturellement pauvre, mais à l'époque, c'était pas orienté sur la musique électronique, qui était une musique plutôt mal vue. Enfin, c'était plutôt une musique associée toujours à la nuit, l'alcool, la drogue, etc. Au rave party, etc. Donc, il a fallu que je monte sur Paris. Et je suis arrivé sur Paris et un label de musique électronique m'a embauché pour mes qualités d'ingénieur du son, pour faire des masterings, faire toute la technique autour des morceaux. Et ce même patron de label qui s'appelle Stéphane Schweitzer, je le salue, et qui soudainement a changé de cap et s'est dit la musique électronique c'est terminé en studio, on va la mettre devant des millions de personnes chez eux, dans leur foyer, à la télé. On va mettre cette musique-là en avant. C'est-à-dire qu'il existait déjà M6 pour le top 50 et la pop pop française, américaine. Il y avait même Mélodie pour la musique rétro de nos chers parents. Pour le hip-hop, on avait Tracy. Absolument. Et là, la musique électronique, rien. Il y avait rien. C'était terrible. Et donc vous êtes arrivé dès le début. Et j'ai eu la chance d'arriver dès le départ parce qu'en fait, je suis arrivé sur cette transition. Donc moi, j'étais ingénieur du son. Et donc Stéphane m'a donné une caméra et m'a dit écoute, on est en pleine mutation, on est en pleine transition, il va falloir que tu t'adaptes. Voilà, je sais que t'es là au départ pour faire ingénieur du son, mais il faut qu'on évolue. Et est-ce que tu veux faire partie de l'aventure et filmer les soirées dans le monde entier? Récupérer les images, les monter pour la chaîne Clubbing TV. C'est fascinant ça. Et quand on a 20 ans. Évidemment. C'était les festivals où? Aux Pays-Bas, aux États-Unis? Je pouvais être un jour à la Winter Music Conference à Miami. Une semaine après, je pouvais être à l'Amsterdam Dance Event. Et encore à Ibiza pour l'International Music Summit. C'est-à-dire que vous avez vu en fait toutes les émergences électro du monde entier. Toutes les conférences, tous les artistes électro, toutes les représentations sur la musique électronique qui étaient au départ... il y en avait pas beaucoup, même dans le monde. C'était pas quelque chose qui était démocratisé encore. Donc j'ai eu la chance de participer à toutes ces conférences et ça a été extraordinaire. Et puis les soirées, évidemment, les festivals et autant en profiter. Et voilà, autant en profiter. Donc j'ai rencontré des artistes extraordinaires. Comme qui qui vous a marqué? Je veux pas forcément des grands noms, mais des gens que vous avez aimés. Des Paul Kalkbrenner, des Sven Väth, des Ricardo Villalobos, des
des Laurent Garnier, des pionniers Carl Cox, des artistes vraiment des pionniers de la musique électronique. Parce que je pense moi être des pionniers de la musique techno et house qui ont été extraordinaires. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre musical? Vous personnellement, hein? Alors personnellement, j'aime cette musique-là, j'aime la vivre. En fait, c'est une musique qui se vit, c'est comme un opéra. Quand vous l'écoutez à la maison... C'est pas la comparaison que j'aurais eu. Je sais que la comparaison est un peu spéciale, mais c'est comme un opéra. Un opéra, quand on l'écoute chez soi et qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas le même ressenti que quand on est devant l'orchestre, devant la chanteuse, le chanteur. C'est une expérience complètement différente. Et la musique électronique, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que c'est une musique qui se vit, c'est une musique qui se danse, c'est une musique qui se vit ensemble, en fait. Et j'ai tous mes amis qui m'ont toujours dit, écoute, la musique électronique underground, c'est répétitif, c'est ennuyant. Mais oui, je comprends en fait. À écouter comme ça, c'est pas extraordinaire, mais ça se vit. C'est quelque chose qui se vit avec le corps. C'est une sorte de transe collective, et c'est ça qui est beau dans la musique électronique. C'est vraiment une expérience plus que. Et dans la comparaison que vous preniez avec l'opéra, il y a cette dimension visuelle ou pas du tout? C'est plus la dimension collective. Alors la dimension visuelle, elle n'y était pas quand j'ai commencé dans ce milieu-là. Elle n'était pas encore très démocratisée aussi. En fait, on est passé avec la carrière par exemple des Daft Punk que je prends, qui est l'un des groupes de ma génération qui a le plus marqué ma génération, je pense. On est passé à des choses beaucoup plus visuelles. On est passé à des spectacles qui normalement étaient réservés à des clubs de quasiment en costume de 1h à 5h du matin, voilà. À des festivals avec des grands écrans, des danseurs, des performeurs. On est passé à des vrais spectacles, en fait. La musique électronique est passée vraiment à un autre stade pendant ces 15 dernières années. Nos Daft Punk, c'est un peu les Kraftwerk d'aujourd'hui. C'est les nouveaux. Ça a été nos nouveaux Kraftwerk. Bon là, ils viennent juste d'annoncer la fin de leur carrière, mais. Ça a été. Qui sait, la mode est à reprendre aussi quelques années plus tard. Donc oui, c'est clair. Bon, ne faites pas la mode des robots. Ça a déjà été fait. Donc on va essayer de faire autre chose. Ce seront les ABBA dans 50 ans. Et dans cette, vous-même quand vous faites encore des lives enregistrés, vous insistez beaucoup sur cette dimension visuelle. Oui. J'ai eu l'occasion de voir un de vos derniers shows. En fait, le musicien électronique, il n'a pas beaucoup d'options finalement pour que ça soit intéressant, parce que un groupe de rock, il y a un batteur, un bassiste, un guitariste, il y a du monde pour faire un chanteur, il y a du show déjà, rien que dans la représentation, il y a du show. Un musicien électronique, à part ses machines ou ses platines ça change, ça commence à changer un petit peu. Il y a des mises en scène un peu plus sympas maintenant, avec des synthétiseurs en hauteur, des choses un peu plus visuelles. Mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives finalement. Donc je pense que l'atout en fait de la musique électronique, ça a été de rajouter du musicien électronique, ça a été de rajouter la vidéo à son spectacle en fait, et d'agrémenter comme il pouvait. Les lumières, même les environnements visuels. C'est ça. À changer complètement l'environnement scénique et de se l'approprier, parce que finalement c'est ce qui fait aussi partie du spectacle. Et vous avez vécu le début de la pandémie en tant que réalisateur, donc pour Clubbing TV. Vous avez été en contact avec les musiciens à l'arrêt. Ouais. Et pourtant, vous m'avez dit avant cet entretien que le travail n'a pas cessé. Non. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, je pense qu'il y a ça a été terrible pour les artistes, faut se le dire quand même. Ça a été quelque chose de terrible pour beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes, ceux qui tournent énormément, sont passés de 200 dates à l'année dans le monde entier à rester chez eux. C'est quelque chose pour un artiste, c'est très difficile à vivre. En revanche, on a la chance, nous, en tant que Français, d'avoir été aidés par des subventions d'État, et puis aussi par la SSM et la DAMI qui nous ont beaucoup aidés. Et évidemment, pendant ces périodes-là, il a fallu s'adapter, c'est-à-dire que ça a été soit une forme, soit il y a certains artistes qui ont abandonné. Qui se sont dit moi j'étais DJ avant, je vais passer à boulanger, je vais être plus essentiel en tant que boulanger.
Et il y en a d'autres qui ont gardé le cap et qui sont restés là et qui se sont dit bah voilà, je vais m'adapter et je vais faire des lives chez moi. Finalement, je vais faire des lives depuis chez moi. Voilà, j'ai pas de scène pour m'exprimer, bah je vais le faire de chez moi. Et ça a été l'avènement du live stream pour les artistes. Il y a beaucoup, tous les artistes que je connais ont fait des live streams chez eux. Il y avait un public pour ça, vous qui enregistrez. Et il y avait un public, il y avait un réel public parce que les gens étaient bloqués chez eux, comme les artistes. Hein. Donc ils avaient besoin aussi de s'aérer l'esprit. Pour tous ceux qui étaient quand on n'a pas la chance, par exemple, d'avoir un jardin, c'était soit on était sur Netflix, soit on est sur Internet. Donc finalement, il fallait quand même Mike Clubbing TV n'a pas du tout vécu une perte d'activité ni une perte de... Clubbing TV a dû s'adapter avec les artistes et être auprès aussi des artistes pour vivre cette pandémie et puis continuer de les mettre en avant cette fois-ci chez eux. Et donc on allait filmer chez les artistes les live sets et les performances pour le public. Il y a un an, vous avez fait le choix de quitter My Clubbing TV pour rejoindre Mon Studio TV, TV étant le point commun entre les deux. Vous passez d'une réalisation de live show, de direct, de quelque chose du spectacle vivant, enregistré certes, mais vivant quand vous le filmez, à un groupe qui travaille plus sur les problématiques d'entreprise, ce qu'on dit corporate. Qu'est-ce que ça implique pour un réalisateur ? C'est une démarche complètement différente. Alors, avec Clubbing TV, c'était une démarche plutôt artistique. Finalement, c'était de choisir quel angle de vue pour mettre en valeur l'artiste et puis sa performance. Cette fois-ci, pour Mon Studio TV, c'est mettre en avant le message de l'entreprise. C'est complètement différent. On passe effectivement d'un milieu artistique à un milieu corporate, et donc c'est s'adapter en fait à un message qui est complètement différent, qui est beaucoup plus terre à terre. Ça a été une transition assez rigolote finalement. C'était un défi aussi pour moi qui connaissait pas le milieu de l'entreprise. Voilà, je savais pas ce que c'était qu'un COMEX, je savais pas ce que c'était que des stock options, je ne savais pas. Voilà, ça a été une révélation pour moi. J'ai découvert le milieu de l'entreprise et du coup, il a fallu aussi mettre en avant ces entreprises grâce au son et aux lumières de Mon Studio TV. Et la réalisation, ça vous a appris d'autres aspects de la réalisation ? Oui, parce que du coup, je suis passé à des lives plutôt musicaux, donc je suivais plutôt le rythme de la musique, des chanteurs, de la performance, beat, etc. Voilà, c'était entraînant. Là, le beat des entreprises, des banques, des médecins et autres, il est différent. Il faut le ressentir très intérieurement quand même. Il est différent, mais il est pas moins intéressant et c'est beaucoup plus terre à terre finalement. Les entreprises, ont des choses à dire, ont des choses intéressantes à dire. À montrer, à des produits à montrer, à mettre en valeur. Voilà, c'est une démarche complètement différente. Et dernière question, quels sont vos projets actuels, vous personnellement, en dehors de vos métiers par ailleurs, votre métier de réalisateur à Mon Studio TV, quels sont vos projets musicaux de réalisation et peut-être même quel est votre rêve futur, même lointain? Alors à côté de Mon Studio TV, je fais de la musique. J'ai un pseudo qui s'appelle Anyman. Je suis musicien aussi électronique et je m'amuse à faire des lives dans ce studio, à faire des lives électro dans ce studio avec des chanteurs, des musiciens, des guitaristes, des bassistes, et à m'amuser à faire quelque chose de cohérent, à avoir une belle image, un son assez rétro-wave. Rétro-wave. Oui, c'est les sons des synthétiseurs entre les années 70-80. D'avoir cette patte et d'avoir cette vision artistique qu'on m'a donnée quand j'étais gamin. Et voilà, je suis cette évolution et voilà. Et un rêve? Et un rêve, c'est évidemment d'être artiste à plein temps et de faire ça à plein temps et de devenir
le nouveau Daft Punk, mais tout seul. Mais tout seul. Et sans masque. Peut-être que je trouverai un partenaire qui voudra bien mettre un masque avec moi. Merci beaucoup. Et dernière petite question que je pose à tous mes invités, un coup de cœur artistique récent que vous avez eu, ou plus ou moins récent, mais que vous avez eu et que vous aimeriez partager? Bien sûr. Alors, je voudrais rester un peu dans la thématique électronique. Alors, je voudrais mettre en avant alors la carrière des Daft Punk évidemment, mais un des albums qui m'a le plus marqué et qui, je pense, est primordial pour tous les artistes de musique électro moderne, c'est Discovery. Parce que ça a été, pour tous les jeunes de ma génération, ça a été un espèce d'exutoire, un rêve de gamin, un truc fantastique. Ça a été mon manga, ça a été notre manga à nous, ça a été ça a été notre kiff en fait. Ça a été vraiment notre kiff de voir des artistes faire de la musique qui traverse les années et qui a toujours la même vision de ces deux robots qui essaient de s'humaniser le plus possible. Voilà, c'est une belle vision aussi de la vie et c'est musicalement c'est extraordinaire et voilà, je voulais rendre hommage. Effectivement, c'est vraiment dans la thématique de tout notre échange. Je pense que c'est naturel. C'est les deux artistes qui ont marqué toute notre génération. Voilà. Donc. Merci beaucoup, Tony Wui. Je t'en prie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous vous invitons évidemment à vous abonner à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube. C'est un petit geste de votre part et pour nous, c'est un très grand soutien. Nous avons besoin, en tant que médias indépendants, de soutien de tout le monde. Merci à vous et bonne journée.